c'est effectivement, on est en totale opposition avec ceux qui prennent des produits dopants et qui donnent des conseils d'entraînement, parce que ça déconnecte complètement de la réalité. Bonjour, je suis Xavier Jalleran et bienvenue dans ce 23e épisode de Parlons Forme, le podcast qui vous fait du bien. Aujourd'hui, je suis accompagné de Rudy Koya, qui est coach en musculation depuis plus de 10 ans. Il est aussi co-auteur avec Julien Vénesson du guide de la musculation au naturel. Et au cours de ce podcast, nous parlons justement de ce que signifie cette notion de naturel en musculation et vous pourrez bénéficier des conseils de Rudy si vous souhaitez découvrir cette pratique dans les meilleures conditions. 2 points avant de lancer l'interview. Le premier, c'est que vous pouvez accéder aux notes, au résumé ainsi qu'à la retranscription écrite complète de cet épisode en allant sur le lien suivant, extraform.fr/23, le chiffre 23. Et le deuxième point, c'est que vous pouvez vous abonner au podcast et laisser un avis 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur iTunes. Je lis tous les avis déposés et je remercie d'avance celles et ceux qui prendront le temps d'en laisser un. D'ailleurs, pour laisser un avis, vous pouvez soit vous rendre sur extraform.fr/iTunes ou sinon, il vous suffit directement de chercher Parlons Forme dans le moteur de recherche de l'application. C'est tout pour le moment, je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Rudy et merci de m'accompagner pour ce podcast. Bonjour Xavier et déjà merci de ton invitation. Je sens qu'on va bien s'entendre vu notre petite discussion d'avant-podcast. Effectivement. Alors pour commencer du coup, est-ce que tu pourrais te présenter aux personnes qui nous écoutent et nous en dire un petit peu plus sur toi et sur ton parcours ? Alors c'est toujours compliqué pour moi de me présenter, mais qu'est-ce que je pourrais dire de simple ? Je suis fondateur du site superphysique.org. Donc c'est un site de musculation qui est destiné aux pratiquants naturels, c'est-à-dire aux pratiquants de musculation sans dopage, que je tiens depuis 2009. Donc ça fera bientôt 9 ans, le 15 septembre. Je suis également coach sportif à la base depuis 2006 via mon site www.rudykoya.com sur lequel je propose également des livres numériques, des formations vidéo et je tiens et organise également des compétitions de musculation sous le site clubsuperphysique.org dont la dernière compétition vient d'avoir lieu, les Super Physique Games, directement à ma salle. J'ai aussi une salle pendant que j'y pense à Annecy. Donc en clair, je suis un passionné de musculation et en même temps d'entrepreneuriat, de développement personnel. C'est pour ça qu'on s'entend bien. Alors, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu avais eu envie de te mettre à la musculation à la base ? Ouais, en fait, comme beaucoup de personnes qui se mettent à la musculation, soit on démarre la musculation parce qu'on est un peu gros, un peu en surpoids, qu'on se plaît pas physiquement, ou soit parce que justement on est trop maigre. Et moi, c'était plutôt ce deuxième cas. J'étais vraiment très très fin. Je faisais de l'athlétisme. Et comme dans chaque activité que je fais, en fait, je la fais jamais à moitié. J'étais vraiment passionné de sprint. Et mes idoles de jeunesse, en même temps, c'était Maurice Green, Ato Boldon. C'était l'époque en fait du sprint, du 100 mètres, où tout le monde était vraiment très très musclé, quoi. Aussi, on disait que Maurice Green c'était un pitbull. J'adorais Michael Johnson aussi, qui faisait le 200 et le 400 mètres. Je me souviendrai toute ma vie de son 19-32 à Atlanta. J'avais 9-10 ans, mais c'était incroyable, quoi. Et en même temps, donc je faisais de l'athlétisme et j'avais dans le sous-sol chez mes parents un banc de musculation que mon père avait acheté lors de sa rééducation. Il s'était fait opérer des genoux, d'un genou. Suite, je crois, il s'était fait les ligaments croisés. Et donc c'est tout naturellement qu'un jour, je lui ai dit, j'aimerais bien essayer, etc. Et je me suis rapidement pris au jeu parce que j'ai découvert en quelque sorte que j'étais plutôt doué, notamment pour être fort. Et en fait, quand on fait une activité pour laquelle on est assez doué, on accroche plus facilement. Et pour donner des chiffres, au départ, je faisais 1m78 pour 54 kilos, donc je faisais de l'athlétisme en même temps, donc j'étais vraiment très très léger. Et progressivement, j'ai arrêté l'athlétisme et donc le sprint au profit de la musculation. Et j'ai réussi, au fil des années, à me développer, en plus de prendre de la force, ce pourquoi j'étais plutôt doué. D'accord. Alors du coup, comment t'as fait c'est ce que je me dis qu'à l'époque il devait y avoir beaucoup moins de. Aujourd'hui, c'est assez facile finalement d'avoir de l'information. Alors peut-être qu'il y en a un peu trop, mais du coup à l'époque ça se passait comment si on voulait se mettre à la muscu? Franchement, je préférais cette époque-là, mais qui ont suivi après, mais en fait à l'époque c'est simple. Il y avait des magazines, il y en avait 4 qui existaient. Il y avait Le Monde du Muscle, il y avait Muscle and Fitness, il y avait Flex. Et il y avait Body Fitness. Donc le premier magazine que j'ai acheté personnellement, c'était le numéro 200 du Monde du Muscle. Et ça tombait bien parce que c'était en plus le dossier, c'était un numéro spécial débutant.
Mais en fait, surtout ce qui m'a aidé, c'est que je suis arrivé, c'était les débuts d'Internet, en fait, les premiers sites Internet. Et à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Mais par contre, il y avait des forums Internet de musculation et il y en avait surtout deux. Il y avait Power Attitude, qui aujourd'hui n'existe plus, qui était surtout un forum avec un état d'esprit un peu bourrin, entre guillemets. Et il y avait Smart Weight Training, donc qui était le tout premier site, à ma connaissance, pour la musculation, que j'ai racheté justement pour construire avec mon associé Fabrice Superphysique en 2009. Et donc en fait, je participais au forum, je posais mes questions sur les forums, et comme je me suis vraiment investi en musculation, j'ai commencé à acheter des livres. J'ai dévoré, par exemple, ceux qui font de la musculation connaîtront peut-être tous les livres de Jean Texier. J'ai absolument tout acheté. Les mondes du muscle. Au fil des années, j'ai réussi à avoir pratiquement toute la collection, du numéro 1 au 300. Il me manque quelques numéros, mais des années 78-79 que j'ai pas réussi à avoir. Donc 1978-1979. Donc en fait, j'ai dévoré tout ce qui était possible de dévorer, comme j'avais fait précédemment en fait en athlétisme, pour vraiment combler cette soif de connaissances et essayer de ne pas faire trop n'importe quoi. Et j'avais la chance, comme je disais, avec les forums Internet, en fait, il y avait que des passionnés à l'époque qui donnaient leur avis, qui conseillaient. Et rapidement, en fait, il y avait un mec sur les forums qui s'appelait de pseudonyme Force Athlé, qui m'a fait mon programme en fait de développé couché. Et ça m'a servi. Je me sers encore de son programme pour tout dire de temps en temps. Ça m'a vraiment fait exploser en force au développé couché. Et donc, en fait, je pense qu'à l'époque, on était mieux conseillé. Aujourd'hui, le problème, tu l'as souligné, c'est que il y a vraiment énormément d'informations et je pense que c'est beaucoup plus difficile de s'y retrouver que nous à l'époque où en fait, ceux qui tenaient un site, c'était vraiment des passionnés et il y avait que des programmes qui fonctionnaient. Voilà, on parlait pas trop encore de morphoanatomie, de personnalisation, etc. On en parlera peut-être un peu après dans le podcast, mais en fait, tout était basique, tout était simple. On avait plus de motivation, alors qu'aujourd'hui, c'est la démocratisation de la musculation et d'Internet a fait que beaucoup de débutants sont complètement perdus et ne savent plus quoi faire. On le voit sur les forums Superphysique qu'on anime toujours. Hein. C'est les plus vieux forums du net, puisque comme je disais, je les ai rachetés en 2009 et ils datent de 1999. On voit que les questions sont de plus en plus, le niveau est de plus en plus bas au niveau des questions, le niveau physique de ceux qui posent des questions est de plus en plus bas également. On voit que beaucoup de choses ont changé et que pour un débutant et même un intermédiaire en musculation, c'est très très difficile de s'y retrouver aujourd'hui. Et donc je pense que j'ai eu une certaine chance de démarrer entre guillemets au début des années 2000. Ouais. Bon du coup on aura sûrement l'occasion tu auras l'occasion de nous partager sûrement plein de bons conseils au cours de ce podcast, parce que finalement aujourd'hui on se retrouve ensemble dans le cadre de la sortie du livre, donc le guide de la musculation naturelle que tu as coécrit avec Julien Vénesson. Et alors du coup je te propose qu'on attaque tout de suite sur le fait que, comme c'est précisé dans le titre, il s'agit d'une pratique au naturel. Et donc alors moi, juste pour mettre un peu de contexte, j'ai vraiment c'est pas zéro connaissance, mais quasiment sur cet univers de la musculation. Et donc du coup, moi quand je lis comme ça au naturel, à mes yeux, il semble y avoir une opposition avec d'autres types de pratiques. Alors du coup, est-ce que tu peux nous expliquer justement les différents types de pratiques et en quoi la pratique au naturel se différencie, quoi? Ouais, c'est une bonne question parce que c'est justement toute notre spécificité avec Superphysique. Alors en fait, je vais faire un petit état des lieux. Donc quand on a commencé sur le net, début des années 2000, très peu de personnes parlaient de dopage, de produits dopants, de produits interdits, etc. Et au fil des années, en fait, à partir de 2003, 2004, 2005, de plus en plus de sites sont apparus pour parler plus spécifiquement de prendre des produits dopants, de comment les prendre, etc. Et en fait, j'ai vu au fil des années énormément de personnes qui ne prenaient pas de produits dopants en prendre à cause de ces forums, à cause des conseils qu'ils pouvaient lire, à cause des progressions qu'ils pouvaient voir. Et en fait, en 2006, 2007, 2008, on était toute une bande sur les forums, donc Smart Weight Training, donc qui allait devenir Superphysique plus tard, à s'opposer fortement au dopage, à vraiment vouloir être dans la thématique de mériter ses progrès, d'être en compétition avec soi-même et pas forcément avec les autres, mais vraiment à s'opposer farouchement au dopage et surtout à tous ceux qui disaient être naturels entre guillemets, de pas prendre de produits et qui en prenaient. Et donc c'est de cette initiative en fait qu'est née la team Superphysique, la base du site superphysique.org, qui était de
montrer ce qu'il est possible d'obtenir naturellement, donc encore une fois sans produits dopants, à tous les pratiquants de musculation qui débutent, qui sont intermédiaires, qui ne savent pas jusqu'où ils peuvent aller. Alors, je ne dis pas que c'est le maximum de niveau qu'on peut atteindre, mais en tout cas, ce sont des niveaux, les personnes que vous allez retrouver dans la team Superphysique, ce sont des niveaux très élevés, et c'est ce qu'on fait encore aujourd'hui avec les Superphysique Games dont je parlais, d'essayer de montrer ce qu'il est capable de faire naturellement. Et donc, là, aujourd'hui, on a sorti un livre avec Julien, qui est le guide de la musculation naturelle, pour justement s'opposer à tous ceux qui prennent des produits dopants, parce qu'il faut savoir, et c'est d'ailleurs la première partie du livre, on a vraiment voulu insister dessus, c'est que lorsqu'on prend des produits dopants, les efforts à faire pour se développer musculairement, pour prendre de la force, pour perdre du poids, sont complètement différents. En fait, il faut comprendre que lorsqu'on prend des produits dopants, tout est démultiplié. On montre dans le livre, d'ailleurs avec des études à l'appui, que sur le court terme, donc sur quelques semaines, on prend plus de muscles en prenant des produits dopants sans s'entraîner que la personne qui s'entraîne sans produits dopants. Et donc c'est pourquoi en fait, c'est effectivement on est en totale opposition avec ceux qui prennent des produits dopants et qui donnent des conseils d'entraînement, parce que ça déconnecte complètement de la réalité. À ce sujet, on a interviewé, pareil dans le livre, un youtubeur très connu qui a pris des produits dopants et qui explique qu'en 6 semaines de produits, il a eu des progrès, donc il donne des chiffres. Donc ça te parlera pas parce que tu connais pas trop le milieu, mais c'est des progrès qu'il aurait jamais atteint, en fait. C'est vraiment improbable. Et donc avec Superphysique, pareil, on a fait énormément d'interviews au fil des années. Je fais régulièrement des podcasts également sur le sujet où j'interviewe des personnes qui sont prêtes à témoigner des effets des produits, etc. Et à chaque fois, on retrouve en fait la même chose, c'est que les produits dopants font tout, et forcément quand on prend des produits dopants, on n'est plus dans la réalité de ce que peut atteindre la majorité des pratiquants qui n'est pas voué à se doper. Et donc on s'oppose donc fortement à tous ceux en plus qui sont malhonnêtes et qui disent qu'ils sont naturels alors qu'ils sont dopés, mais ça se remarque assez vite. De toute façon, dès qu'on fait un peu de musculation, on se rend vite compte avec un peu d'expérience qui prend des produits et qui n'en prend pas. C'est-à-dire que toi, en un coup d'œil, tu es capable d'identifier quelqu'un qui serait naturel et quelqu'un qui ne le serait pas du coup. Pratiquement, ouais, pratiquement. Alors du coup, c'est quoi les différences notables qu'il peut y avoir? Les différences, rien que visuelles, en fait, il y a des muscles qu'on appelle qui sont androgéniques. C'est-à-dire que lorsqu'on prend des produits dopants, ce sont des zones qui vont se développer presque instantanément. Donc, c'est assez simple. Il y a 3 muscles qui sont comme ça. C'est le haut des pectoraux. Donc la portion claviculaire qui, quand on est naturel, c'est très très rare d'avoir un gros haut de pectoraux. C'est l'infraépineux, donc un muscle rotateur externe qu'on voit quand on est de dos. Donc pareil, qui naturellement, très peu de personnes en ont un très gros, là pareil, il explose. Et c'est l'arrière d'épaule, donc le deltoïde postérieur. Donc ces 3-là. Et puis après, on voit d'autres facteurs. J'ai fait une vidéo d'1 heure, pour tout expliquer sur le sujet, parce qu'il y a tellement à dire. Mais pareil, on reconnaît vite en fait à la qualité de la peau. Et le plus flagrant en fait, c'est les conseils en fait que ces personnes vont donner, qui sont vraiment qui ne suivent en fait aucune logique, aucune cohérence. Je te donne un exemple. Quelqu'un de dopé va pouvoir te dire, pour prendre des bras, par exemple, le mec a des bras énormes, il va dire moi je fais du curl, donc un exercice pour les biceps à 8 kilos. Donc ce qui est un poids de jeunes débutants en musculation ou un poids de femmes qui s'entraînent depuis quelques mois voire quelques années. Alors que dans la réalité, quand tu es naturel, personne va avoir des gros biceps en faisant un exercice avec 8 kilos par bras. On a des gros biceps en faisant un exercice pour les biceps avec 18 à 20 kilos par bras. Donc le type d'entraînement et les conseils qui sont donnés, pareil, dans le livre on explique beaucoup de choses, comment l'exercice se complète, comment choisir ses exercices, etc. Mais quand l'entraînement n'a aucune logique sur le choix des exercices, sur comment progresser, et puis qu'on attend que le progrès frappe à sa porte, c'est un peu louche. Ça, c'est comme si tu étais célibataire et puis tu ne fais rien pour trouver ton âme sœur et puis t'attends que quelqu'un vienne taper à ta porte. Personne ne va venir taper à ta porte. C'est juste que si tu trouves quelqu'un, c'est que t'as cherché finalement. Et donc là, les produits dopants permettent d'éviter, entre guillemets, d'avoir à chercher, sans compter tous les effets secondaires. Ça, on en parle très très peu. Mais pareil, Julien a mis pas mal d'études là-dessus. La moyenne d'âge, il faut le savoir, qu'à la durée de vie moyenne des culturistes, donc des pratiquants de musculation, de bodybuilding, donc qui se dopent fortement, c'est de 46 ans. Ah, putain. Donc pareil, là, si on voit quelqu'un qui fait de la musculation depuis 30, 40 ans,
ça aussi c'est un signe. La longévité est un signe également qu'on ne prend pas de produits. Et du coup, est-ce que là, du coup, on a parlé de la longévité de vie de ces personnes-là, mais est-ce que pour une personne, je sais pas, on va dire lambda qui a commencé un peu la musculation, qui décide de prendre des produits, est-ce que quelles seraient peut-être les conséquences, alors potentiellement moins graves, j'imagine, mais que ce soit à court ou à long terme de cette consommation de produits? Bah, en fait, pour résumer simplement, tous les produits dopants en fait sont des facteurs de croissance. Donc, qui vont accélérer le métabolisme. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, si tu as une cellule cancéreuse qui traîne, bah, en fait, ça va accélérer sa division, sa multiplication, et donc, ça va très mal finir. Donc, on voit bien, cancer de la prostate, pareil, des diabétiques, une tonne. Parce que les mecs, après, bah, à très très haut niveau, encore une fois, il y a des fous, mais si les mecs prennent de l'insuline, de l'hormone de croissance, des peptides, enfin bon, il y a tellement de trucs que, en fait, ça finit vite à l'hôpital. Hein. Il y a très peu de chances que ça ne finisse pas mal, sans compter qu'en plus ça te détériore complètement. Moi, j'en ai connu pas mal sur les forums justement, et c'est triste à dire, mais qui se sont suicidés en partie à cause des produits dopants, parce que les mecs se trouvaient jamais assez bien, et comme ça accentue toutes tes pensées en quelque sorte. Tu vois, si t'es un peu déprimé, t'es dans un mauvais jour, bah, ça va tout accentuer. Si t'es un peu nerveux, hop, tu vas être super énervé. Il y a ce qu'on dit dans le milieu, ce qu'on appelle la roid rage. C'est les mecs qui deviennent complètement fous et puis qui ils tapent leur femme ou il y a eu des cas comme ça. Je crois que c'est un culturiste professionnel qui s'appelait Craig Titus qui a tué sa voisine ou je sais plus quoi. Pareil pour rien quoi. Une histoire à dormir debout. Mais en fait, c'est pour ça qu'on reconnaît fortement ceux qui prennent des produits parce que tout est changé, tout est accentué. Donc même le caractère, c'est à la fois physiquement et aussi mentalement, l'énergie, pareil, t'es invincible. J'ai fait un podcast sur mon Super Physique podcast il y a 2-3 semaines qui s'appelle Les produits dopants font tout, avec un témoignage incroyable pendant 1h30. Et quand tu l'écoutes, tu dis bon bah ouais, c'est fou quoi. C'est vraiment c'est un autre monde. C'est pour ça on s'oppose vraiment mais complètement à ça depuis plus de 10 ans et on s'opposera toujours parce que c'est vraiment pas ma vision en tout cas de la musculation et c'est pour ça on dit guide de la musculation au naturel. Parce que la santé, pour nous, c'est la base pour pouvoir progresser en musculation sur moyen terme, pour se faire du bien. Si c'est pour se détruire, ça n'a aucun intérêt. Bon, bah, comme ça, la vision est parfaite et on va mettre du coup notre attention sur le côté naturel. Mais avant ça, j'aimerais juste que tu me confirmes une chose, parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui écoutent ce podcast et du coup, je voulais savoir si les conseils à venir dans ce podcast et puis le livre en général, est-ce que c'est des conseils qui vont être adaptés si on est une femme? Oui, tout à fait. Ouais. Okay. Oui, là, il y a aucun souci. En fait, tout ce qui est analyse morpho-anatomique, les femmes peuvent le faire avec les dessins, même si on a mis une tête d'homme, c'est la même chose pour elles. Hein. Les ratios, les longueurs osseuses, etc. Les longueurs musculaires, pareil. Et tous les conseils sont les mêmes. Souvent, on essaye de distinguer, etc. Parce que beaucoup de femmes veulent mettre l'accent sur le bas du corps ou sur certaines parties du corps, et les hommes sur d'autres parties. Mais en réalité, une femme doit s'entraîner pour progresser comme un homme. On l'a encore vu ce week-end là-bas au Super Physique Games. Les femmes Angélique qui a gagné, Lucie qui est deuxième, Gaëlle qui est troisième, etc. Ce sont des filles qui s'entraînent comme les hommes et qui progressent. Mais c'est vrai que souvent la musculation, en tout cas comme nous on préconise avec Super Physique, a une image masculine, alors que bien évidemment les femmes doivent également s'entraîner pour progresser et pas juste faire des flexions à vide, sauf si elles débutent. Ouais. Bah, d'ailleurs, il y a peut-être aussi un autre point pour les rassurer et peut-être leur confirmer que c'est pas parce qu'elles font de la musculation qu'elles vont forcément devenir très très musclées, sauf si bien sûr ça peut être leur objectif. Mais oui, sauf si elles prennent des produits dopants. Ce qu'il faut savoir aussi. c'est que le développement musculaire dépend énormément du taux de testostérone circulant et de la réceptivité de ces récepteurs à testostérone, et qu'une femme ayant en général normalement beaucoup moins de testostérone dans le sang, un taux plus bas, réagit évidemment beaucoup moins rapidement et a beaucoup moins de potentiel qu'un homme pour se développer physiquement. Alors après, il y a toujours des exceptions naturellement, mais dans la réalité, il faut plus de travail, plus de patience et de persévérance pour une femme pour véritablement se transformer et devenir vraiment musclé qu'un homme qui débuterait la musculation. Donc, aux femmes qui ont peur de se transformer en homme,
il y a une vidéo qui sortira bientôt sur les concurrentes qui étaient au Super Physique Games. Vous pourrez voir donc sur ma chaîne YouTube, Body Avenir. Mais il y a aucune fille qui ressemble à un homme. Hein. C'est vraiment des filles. Et si elles s'habillent comme des femmes, donc là elles sont toutes en short t-shirt, elles sont toutes très féminines en fait. Hein. Il y a pas de, il y a pas de souci quoi. Ça marche. Alors tu disais, du coup la musculation au naturel, c'est une pratique vraiment qui s'envisage sur le long terme. Et bien souvent, ce que j'ai vu en me renseignant un peu, c'est qu'on parle vraiment donc d'années d'entraînement pour obtenir des résultats qui vont sortir de l'ordinaire. Et finalement, l'un des points essentiels pour éviter la frustration, ce serait de se fixer des objectifs dits réalistes. Et alors du coup, si je suis débutant, comment est-ce que je peux déterminer ces objectifs pour éviter d'être frustré après je sais pas quelques semaines ou quelques mois de pratique? La meilleure façon d'être frustré, c'est de se comparer à son voisin. Ça faut le dire. D'accord. On l'a tous fait quand on a débuté la musculation. Et ça pareil, on l'explique très bien dans le livre, c'est que chaque personne est vraiment différente et que donc faut déjà éviter de se comparer parce que il y a toujours quelqu'un qui va progresser plus vite, quelqu'un moins vite, etc. Et après, pour se fixer des objectifs, en fait, quand on débute, je pense que beaucoup font l'erreur de dire voilà, j'aimerais être comme ça physiquement, j'aimerais faire tant de tours de bras, j'aimerais faire tant de tours de taille, de tours de cuisse, etc. Et les objectifs qui sont vraiment importants quand on débute la musculation et jusqu'à un très très haut niveau, naturellement, c'est de se fixer des objectifs en termes de performance. Donc je te donne un exemple. Imaginons que tu fais du développé couché pour les pectoraux et que tu fais, je sais pas, tu débutes, tu fais 10 répétitions à 30 kilos. Voilà, ton objectif, ça peut être de dire dans 6 mois, j'aimerais faire 10 répétitions à 50 kilos. Tu vois, te dire, voilà, je peux gagner en tant que débutant, ça fait 3 kilos par mois en série de 10, un peu moins d'1 kilo par semaine, ça s'envisage. Okay. Ça s'envisage. Mais c'est plus, se fixer des objectifs par rapport à des performances en série moyenne, quelque chose de concret. Le pire, c'est de se fixer des objectifs qui sont pas concrets, qui sont subjectifs, parce que, il faut le dire également, on est rarement aussi objectif avec soi-même. Donc, mieux vaut que ce soit bien concret, bien clair, comme ça, tu te trompes pas et t'es sûr d'avancer. Et c'est comme ça que le site du Club Superphysique fonctionne à la base, qu'il a été créé. En fait, on a mis des tableaux de performance avec des niveaux un peu comme en sport de combat. Au judo, par exemple, tu sais, t'as ceinture blanche, ceinture jaune, etc. Ouais. Nous, on a fait la même chose pour les pratiquants naturels de musculation, avec le niveau bronze, le niveau silver, le niveau gold, etc. On a 6 niveaux différents. Et donc, en fait, ça permet à chacun de pouvoir se fixer des objectifs et de savoir à quoi ça correspond. Donc, pour reprendre l'exemple du développé couché, un niveau bronze, c'est 10 répétitions à 70 kilos. Et pour la majorité des gens, il va falloir 1 à 2 ans pour y arriver, de manière continue. Alors après, il y a des personnes qui vont être très douées, qui vont progresser très vite, mais pour la majorité, c'est entre 1 et 2 ans. Ok. Ouais, donc effectivement. Et puis du coup, c'est de mettre son attention là-dessus, ça fait que du coup, on n'est pas focus sur le fait de mettre son attention sur son tour de bras ou sur la taille de ses pectoraux, et donc finalement ça devient un objectif secondaire positif et pas forcément l'objectif primaire qui fait qu'on va pas se décourager rapidement, quoi. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, comme c'est naturel, tu prends jamais très rapidement. Alors quand tu débutes, tu prends un peu plus vite, mais t'exploses pas en fait. Alors encore une fois, il y a toujours des exceptions, hein, mais dans la réalité, la plupart ne vont pas exploser. Ça va vraiment être très très lent. Et donc, si tu te concentres sur l'amélioration de tes performances en série moyenne, sur des exercices qui te correspondent, la masse musculaire va être proportionnelle à cette progression. Et donc, tout va bien se passer. Mais c'est pour ça, il faut vraiment fuir la frustration. Le pire, c'est vraiment de se comparer et de se fixer des objectifs qui sont subjectifs, où en fait, tu n'as pas vraiment le pouvoir de dire j'aimerais gagner 3 cm de tour de bras. C'est tellement abstrait que en fait, tu vas pas vraiment choisir. Oui, et puis ça se trouve, une personne va avoir besoin de faire, je sais pas, des exercices avec 50 kilos pour avoir les 3 cm, et une autre personne va avoir besoin de plus de poids, et donc effectivement, tu peux pas, c'est pas cohérent, surtout quand tu débutes et que tu connais pas ton niveau de progression. Que tu sais pas ce que tu peux faire. Mais tout à fait, t'as bien résumé la chose. Ouais. Alors du coup, est-ce que tu peux nous parler des facteurs qui vont influencer la progression d'une personne? Oui, donc là, on est un peu les spécialistes du domaine, justement, avec on a pas mal en fait popularisé ce qu'on appelle la morpho-anatomie, c'est-à-dire l'analyse de la longueur des segments osseux et des longueurs musculaires. J'ai fait un premier tome, j'ai fait 2 tomes sur le sujet, donc un livre numérique et une formation vidéo avec des analyses en vidéo, pour vraiment pousser le concept pour ceux qui veulent vraiment tout savoir sur le sujet. Et en fait, ça, c'est ce qui va déterminer le plus
ton potentiel à prendre du muscle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction des longueurs osseuses que tu as, tu vas être avantagé sur certains exercices par rapport à d'autres. Je te prends un exemple. Si tu as les bras courts, en général, quand tu vas faire des exercices de développé, ça va t'avantager. À l'inverse, si tu as les bras longs, tu vas être avantagé sur des exercices de tirage comme le soulevé de terre. Et puis, si tu corrèles ça à tes longueurs musculaires, tu vas pouvoir dire, ces muscles-là vont mieux se développer, parce qu'il faut savoir que le facteur le plus déterminant quant à la prise de masse musculaire, c'est la longueur musculaire. C'est-à-dire, je te prends un exemple qui parle à tout le monde, c'est l'exemple du biceps. Lorsque tu contractes le biceps, l'écart qu'il y a entre ton avant-bras et ton biceps va déterminer en quelque sorte son potentiel. Si tu as 4 à 5 doigts entre ton avant-bras et ton biceps quand tu as le bras fléchi à 90, c'est-à-dire que tu as le biceps court et que donc il y a pas beaucoup de muscles à développer. Et à l'inverse, s'il va jusqu'à ton avant-bras et qu'il n'y a pratiquement pas d'espace, là c'est que tu as un potentiel assez énorme. Faut mettre ça après en parallèle avec les antécédents sportifs, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a fait durant son enfance et son adolescence. On a remarqué que ça jouait énormément sur les capacités de développement, et c'est normal dans le sens où à force d'utiliser un muscle et de faire un geste, tu gagnes du temps en quelque sorte, tu as un meilleur recrutement, une meilleure utilisation de ce muscle qui est en quelque sorte ancré dans ton système nerveux. Et puis après tu as tous les facteurs qui sont hormonaux mais sur lesquels tu n'as presque pas d'impact à moins que tu aies une hygiène de vie pourrie et que tu manges n'importe comment. Mais dans ce cas-là, avoir une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire bien dormir, prendre soin de soi, puis manger correctement, va influencer positivement ces facteurs. Mais en clair, c'est l'analyse morpho-anatomique plus les antécédents que moi je mets dans l'analyse morpho-anatomique. C'est ça qui va vraiment déterminer quel potentiel tu as. Alors après, c'est toujours pareil. Je dis potentiel, mais ça ne dit pas jusqu'où tu peux aller. Ça dit juste, tu vas avoir des facilités ici et moins de facilités là. Mais jusqu'où tu peux aller, ça, personne ne le sait. Il y a que toi qui vas pouvoir le savoir à force de t'entraîner. Ça doit pas être des excuses pour ne pas s'entraîner. Est-ce que l'âge aussi, ça rentre en ligne de compte? Oui, j'ai envie de dire, ça dépend tes antécédents également. Si tu n'as jamais fait de sport et que tu démarres à la musculation à 50 ans, tu vas bien progresser, il n'y a pas de souci, pendant quelques années. Maintenant, si ça fait 20 ans que tu fais du sport et puis que tu démarres la musculation à 50 ans, t'as moins de facilité à prendre du muscle parce que tu seras déjà développé auparavant, tu auras déjà fait un peu de muscu, etc. Donc l'âge, c'est sûr que on prend pas les meilleures années pour prendre du muscle, c'est autour de 20 ans, 20-25 ans, c'est là que tu es à ton pic en quelque sorte, même si après tu continues à te développer, mais très très progressivement, vraiment avec le temps, et ce qui explique pourquoi, une fois que tu as passé 5, 6, 7 ans d'entraînement, les progrès que tu fais après sont vraiment, je ne vais pas te dire minimes, mais vraiment très très progressifs et sont vraiment à force de persévérance. Mais c'est sûr que plus tu es vieux, entre guillemets, plus ça va être difficile, ou plutôt plus ça va être long et moins ça va être rapide de progresser en musculation. Du coup, à ce moment-là, c'est pas une raison pour arrêter tout de même, mais c'est plus du genre, faut le voir plus en mode entretien, et parce que on aime faire cette activité et c'est pour ça. Oui, attention, ça va s'imposer, ça s'impose. J'ai eu pas mal d'élèves quand je commençais ma carrière entre guillemets de coach sportif qui avaient plus de 50 ans. Mais en fait, nous ce qu'on défend comme vision de la musculation, c'est une vision santé. Donc tu t'entraînes déjà pour ta santé, pour prendre soin de toi, etc. Le développement musculaire, t'essayes de progresser, etc. Tu fais tout ce qu'il faut pour, et à un moment, la nature va se rappeler à toi, va dire, ça coince, t'es à fond, tu auras des petites douleurs, des petits trucs. Et la raison voudrait que, à partir d'un certain âge, tu te dises, je vais m'entraîner pour conserver de la force, pour conserver un certain volume musculaire, pour pouvoir être indépendant dans la vie de tous les jours, parce qu'on sait également que, il y a de plus en plus de personnes âgées qui sont dépendantes des autres pour se déplacer, pour bouger, etc. Alors que si elles avaient la force suffisante, elles pourraient rester indépendantes et avoir une vie sans doute plus heureuse. Tu parlais de l'analyse de la morphologie donc osseuse et aussi des muscles. Est-ce que du coup c'est quelque chose qu'on a besoin de faire même lorsqu'on est débutant? Quand on est débutant complet, je dirais que ça sert pas à grand chose, si ce n'est à se mettre des limitations suite à une mauvaise compréhension de l'analyse morpho-anatomique. Mais
dès que ça va commencer à coincer ou qu'on va avoir quelques douleurs, etc. à l'entraînement, là, faut vraiment commencer à s'y intéresser parce que je pense que, je suis même persuadé, c'est que pour vraiment exploiter son potentiel et vraiment progresser en musculation, il faut vraiment agir en connaissance de cause et ça commence par se comprendre soi-même. Pourquoi je suis fort ici et pourquoi ici c'est difficile. Pourquoi là je prends du muscle, puis là je force un peu plus, mais ça ne vient pas. Tu vois, ça va te permettre de comprendre et d'adapter ton programme en fonction de tes objectifs. Donc il y a certaines personnes qui vont vouloir mettre l'accent sur les muscles qui ne se développent pas. Et puis d'autres qui vont dire bah non mais là j'ai pratiquement aucun potentiel, donc ça sert peut-être pas à grand chose que je continue à forcer dessus, peut-être juste me maintenir ici et mettre l'accent sur mes points forts. Tu vois, après c'est deux approches qui se défendent également dans n'importe quel sport, hein, où on considère en général qu'il faut mieux renforcer ses points forts que s'attarder sur ses points faibles, ce qui est plus mon avis aussi, mais en musculation. Mais les deux peuvent se défendre. Mais je pense que voilà, à partir du moment où on va commencer à stagner et avoir ces premières petites douleurs, là il faut commencer à s'y intéresser si on veut vraiment continuer à progresser et à ne pas se blesser gravement. Et du coup, cette histoire de points forts et points faibles, est-ce qu'il y a des éléments qui reviennent assez régulièrement avec, je sais pas, les centaines ou milliers de personnes que tu as pu accompagner au cours des dernières années? Ouais, tout à fait. Bah, pareil, dans le livre, on montre plein d'exemples des relations qui existent. En fait, ce qu'il faut savoir, je sais pas si c'est peut-être trop compliqué pour nos auditeurs, mais quand tu fais un mouvement de musculation, qui est censé travailler un muscle en particulier, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que aucun exercice de musculation ne travaille qu'un seul muscle. En fait, c'est toujours un groupe de muscles. Et dans ce groupe de muscles, il y a un muscle parmi ce groupe qui va prendre l'ascendant sur les autres. Et donc, forcément, il y a une sorte de compétition qui existe entre ces différents muscles. Donc, je reprends l'exemple du développé couché que tout le monde connaît, ou par exemple des pompes. Bah, quand vous faites des pompes, il y a trois muscles principaux qui sont les pectoraux, les triceps et les deltoïdes. Et dans ces trois muscles, il y en a un, peut-être deux, qui vont prendre l'ascendant sur les autres. Et en général, bah, soit en effet pour les épaules, pour les deltoïdes, soit pour les pectoraux. Donc il y a un des deux qui prend l'ascendant. Donc et après, bah ça s'explique très bien quand on analyse les longueurs musculaires et osseuses de chaque individu. En fait, tu peux même le prévoir. Quand j'ai un débutant qui m'écrit pour être coaché ou faire une analyse morpho-anatomique, je sais d'avance en fait ce qui va se passer. Je dis bon bah voilà ce que tu auras. Plus facilement, donc quand je dis facilement, c'est pas facile non plus, hein, c'est à relativiser. Ouais. Et ça, bah tu l'auras. Des fois, je dis même bon bah laisse tomber quoi, perds pas ton temps, fais un petit peu, mais voilà. Sinon, on en revient à la frustration en fait. S'acharner sur des muscles qu'on peut pas avoir, là c'est vraiment très très frustrant d'essayer de les développer, et quand t'as pas de potentiel. Ce qui est différent, par contre, de je ne suis pas fait pour un mouvement, donc ça ne sert à rien de m'acharner dessus. On peut toujours travailler sa mobilité, sa coordination pour arriver à faire un geste. Après, de là à exceller dessus, bah c'est également différent. Mais comme j'expliquais, comme c'est une compétition entre les différents muscles qui interviennent, on a souvent un muscle ou plusieurs qui vont nous aider à réaliser ce geste correctement à notre façon, j'ai envie de dire. Ok. Et je sais plus, je voulais dire quelque chose. J'ai oublié. Non, bah, je sais plus. Je voulais rebondir sur ce que tu avais dit. Ouais, mais t'inquiète pas, si ça te revient, n'hésite pas. Bon, bah, c'est pas grave. Du coup, j'avais une question. Ah oui, si, c'était sur la question de, voilà, c'est bon, ça me revient. Sur le fait de, tu vois, quand on s'entraîne, je sais que, parce que voilà, je suis sur Facebook notamment, voilà, quelques pages autour de du sport, et donc dans le lot il y en a qui sont un peu autour de la musculation, tout ça, et il y a quelque chose qui revient régulièrement, c'est justement sur le fait que a priori parmi les gens qui pratiquent la musculation, il y en a un certain nombre qui mettent de côté, on va dire, leur séance d'entraînement autour des jambes. C'est quelque chose qui revient très régulièrement. Et du coup, bah justement, c'est pas forcément quel est ton point de vue. Je pense que on l'a un peu compris avec ça, mais en quoi ça peut être problématique justement d'entraîner peut-être qu'un seul groupe musculaire, ou en tout cas qu'une seule partie du corps, et pas forcément le corps de façon globale. Ouais, et ben en fait il y a pas trop de problématique dans le sens si ça ne t'intéresse pas, si de prendre des cuisses, être plus fort du bas du corps, etc. ne t'intéresse pas, il y a pas trop de problème, parce qu'en fait tu dois voir l'entraînement
chaque chose que tu vas faire, chaque activité sportive, chaque entraînement que tu vas faire va induire de la fatigue. Et donc, si tu sautes certains muscles, bah, t'as moins de fatigue et donc t'es plus en forme pour faire le reste. Voilà la réalité. Maintenant, c'est vrai que, il faut le dire, beaucoup de pratiquants sautent l'entraînement des cuisses parce que c'est difficile, c'est plus difficile que le reste. Des masses musculaires plus importantes sont mises en jeu, comme les fessiers, les quadriceps, etc. Et que, malheureusement, avec la démocratisation de la musculation, beaucoup sont un peu arrivés à la musculation par hasard et n'ont pas été prévenus qu'il fallait faire des efforts. Donc, il faut parfois transpirer. J'ai fait un post, c'est pas encore paru également, sur les détails en musculation, et on rigolait avec mon associé parce que c'est vrai que sur les forums Superphysique et même sur tous les forums que moi j'avais fait à l'époque, rares sont les questions sur l'entraînement des cuisses. On a souvent des questions sur les pectoraux, les biceps, les épaules, et c'est même très simple pour te dire. J'ai même pas fait donc je fais des formations vidéo, donc j'ai fait sur tous les muscles du haut du corps pratiquement, mais j'ai pas fait sur les cuisses parce que en fait il y a pratiquement aucune demande. Ouais. En fait, la plupart des pratiquants, ça ne les intéresse pas. Esthétique, je sais pas, ça fait pas bizarre? Si, mais en fait, comme maintenant c'est la mode, tu sais, des board shorts, etc. À la plage, tu sais même pas que la personne ne fait pas les cuisses en fait. D'accord, ok. Tu ne sais pas, et faut dire aussi que la musculation, et notamment quand tu entraînes que pour l'esthétique, c'est quand même très très superficiel. Faut pas oublier que malheureusement, on est dans une société d'apparence et on n'est pas forcément dans une société qui fait attention, où tout le monde fait attention à sa santé, essaye de se prendre en main, etc. La réalité, c'est que beaucoup font de la musculation un peu par hasard, parce qu'ils veulent ressembler à un tel, ils ont vu un tel dans une télé-réalité qui était un peu musclé, voilà. Mais c'est des gens en général qui ne durent pas en musculation et qui donc, comme on en a parlé, ne vont pas avoir la longévité suffisante pour vraiment progresser naturellement. D'où une démocratisation également de plus en plus importante du dopage, malheureusement. Ouais, parce que c'est la solution de facilité, quoi. Voilà, facilité, de rapidité. Et puis, les effets secondaires sont souvent minimisés, c'est surtout ça. La plupart des personnes qui en prennent et qui ont des effets secondaires, c'est toujours pareil. J'ai envie de dire, dans cette société, on voit ceux pour qui ça marche. Ceux pour qui ça marche pas, on n'en parle pas, ils sont pas adulés, donc on le sait pas. Et c'est toujours le problème. Alors que ceux que ça marche pas, c'est la majorité, en fait. C'est tous ceux qui ont des problèmes, voilà. C'est eux la majorité, c'est pas ceux sur qui ça marche, Des champions, il y en a très peu. Ouais. Comme dans la majorité des pratiques sportives, finalement. Voilà. Est-ce que tu aurais 2-3 conseils, je sais pas, d'entraînement de base, on va dire, que tu pourrais donner à une personne qui va débuter en musculation? Oui, moi les conseils sont assez basiques, mais encore une fois, comme aujourd'hui c'est compliqué de s'y retrouver. Pour certains, mais justement, c'est pour ça que c'est intéressant de répéter les bases, quoi. Ouais, mais en fait c'est que ça. En fait, tu sais, quand on a fait le livre avec Julien, on s'est posé la question de à qui va s'adresser le livre. Tu vois, pour savoir ce qu'on allait raconter, etc., comment on allait l'illustrer. Et donc, par exemple, sur l'analyse morpho-anatomique, on s'est dit, est-ce qu'on met des photos d'individus, sachant qu'il faut déjà avoir un certain recul en musculation pour voir sur un individu les longueurs musculaires, les longueurs osseuses, etc. C'est ce que j'avais fait dans le tome 1 de la méthode Superphysique, et dans le tome 2, donc en vidéo. Et donc, on s'est dit, non, on va essayer que ce soit accessible à tous, parce que faut vraiment qu'ils puissent comprendre les bases. Donc, on a fait faire des dessins. Donc, j'ai un de mes élèves qui est graphiste, donc très très bon. Et donc, on a fait faire des dessins pour que ce soit vraiment compréhensible, etc. Donc, les conseils sont assez simples. La première chose, vraiment, c'est d'être très progressif. Mais vraiment, je crois que c'est le plus important. Je donne un exemple. Si vous avez fait 10 répétitions à 30 kg développé couché, ne mettez pas 40 kg à la séance d'après. Mettez 31 ou 32 kg si c'était facile. Ça, c'est vraiment, vous devez voir chaque séance, en fait, comme faisant partie d'un tout et non pas comme faisant partie d'une unique séance. Donc ça, c'est le premier conseil, voilà, être progressif et voir l'ensemble comme un tout. La deuxième chose, surtout si vous débutez la musculation, c'est de ne pas prêter vraiment trop d'importance aux sensations que vous allez ressentir, mais vraiment de vous concentrer, comme on l'a dit tout à l'heure, sur des objectifs concrets. C'est-à-dire que c'est normal, si vous débutez, de ne pas sentir les pectoraux, de ne pas sentir vos muscles travailler, parce que vous n'avez tout simplement pas de muscles, du moins ils ne sont pas assez gros pour que vous ayez des sensations. Ces sensations-là,
vont venir progressivement avec vos progrès sur les charges que vous utilisez. Ça, c'est vraiment important parce qu'il y a beaucoup de débutants qui vont se concentrer sur les sensations parce qu'ils ont entendu leur athlète favori qui est dopé mais qui ne leur dit pas, qui lui se concentre sur les sensations, etc., qui cherche pas vraiment à progresser, puis qui est très volumineux. Alors dans la réalité, il faut s'entraîner pour progresser et les sensations sont seulement un feedback intéressant de la séance et non un objectif. Et enfin, le troisième conseil, je l'avais en tête et je l'ai oublié, mais il va revenir. C'est toi, tu m'as contaminé, Xavier. Le troisième, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié ce que je voulais dire. Le troisième. Mais voilà, le troisième, en lien un peu avec le premier, c'est d'être persévérant, mais vraiment d'être patient parce que il faut être progressif. Vous n'allez pas progresser du jour au lendemain. Et il va falloir vraiment persévérer pendant des mois, des années. Ça peut être décourageant quand on dit ça, mais en fait, pratiquer la musculation, si on souhaite vraiment y progresser, ça implique de nouvelles habitudes, un changement de vie, comme n'importe quelle activité en fait que vous allez démarrer et qui vous plaît. Mais voilà, il faut être vraiment persévérant. Moi, j'ai mis au moins 4 à 5 ans avant vraiment de me transformer correctement, j'ai envie de dire physiquement, et 5 de plus pour vraiment atteindre pratiquement mon pic. Et depuis, ça fait quoi? Ça fait 7 ans. Voilà, je progresse encore un petit peu, mais très légèrement. Mais c'est qu'une question de persévérance, de volonté. Faut pas être dans cette optique de je veux être prêt pour la plage. En fait, ça ne fonctionne pas. Et en fait, vous êtes juste en train de perdre votre temps, tout simplement. C'est comme, du coup, on en revient aux personnes qui font un régime pour perdre 3 kilos. Oui, c'est exactement pareil. Non, mais c'est ça, c'est vraiment cet état d'esprit qui, quel que soit le domaine dont on parle, finalement, n'a aucun intérêt, finalement, dès qu'on se projette un peu à moyen ou à long terme, quoi. Ah oui, mais comme on en parlait tout à l'heure avant le podcast, dans tout ce que tu fais, si tu veux réussir quel que soit le domaine, il faut que tu sois persévérant, en fait. Faut que tu continues. C'est pas juste, j'ai fait une séance de musculation, pendant 3 semaines, et puis, il se passe rien. Non, il va rien se passer. C'est sûr qu'il va rien se passer. Maintenant, si, ça te plaît véritablement de t'entraîner, les progrès vont venir tout seuls, en fait, progressivement. Tu vas t'intéresser à comment ça fonctionne, etc. Et, à un moment, tu vas agir en connaissance de cause. Et donc, ça va fonctionner. Et donc, tu seras content, voilà. Mais sinon, ça peut pas fonctionner, en fait. Ça peut pas, s'entraîner pour la plage, c'est pas possible, en fait. Et en plus, il faut le dire, tout le monde s'en fout que tu sois musclé ou pas. À part toi-même, hein. C'est ça. C'est pareil, moi, à mon époque, donc, quand j'ai commencé, on regardait des cassettes vidéo encore, hein, c'était ça. Et on croyait tous que, si tu devenais musclé, t'allais pouvoir vivre de ta passion, t'allais être payé pour t'entraîner, pour être comme t'es, quoi. C'était les prémices de la télé-réalité, quoi. Et aujourd'hui, en fait, comme ça s'est démocratisé, il y a beaucoup de personnes qui font de la muscu, les produits dopants sont démocratisés, etc. Il y a beaucoup de personnes musclées. Et en fait, ça change absolument rien que tu sois musclé ou pas pour les gens. Et puis en plus, comme la musculation a une mauvaise image qui est parfois justifiée, franchement, si t'es musclé, tu passes juste musclé, tu passes juste pour un zéro, quoi. Donc c'est vraiment pour soi qu'on le fait. Et c'est là également, je pense, où on s'oppose avec le livre, avec mes différents projets, à tout ce qui se fait dans le domaine de la musculation. Alors, je voudrais peut-être juste revenir sur un point, parce que là, justement, dans les 3 conseils que tu as évoqués, le deuxième, tu parlais justement du fait de pas forcément mettre trop son attention sur la question des sensations. Et du coup, c'est-à-dire, quand tu parles de sensations, tu parles le fait de ressentir le muscle, ou est-ce que c'est aussi des éventuels, la question des courbatures, par exemple, une fois qu'on a fait un exercice ou des choses comme ça qui font que on peut s'y fier ou pas? Est-ce que ça veut dire qu'on a, entre guillemets, bien travaillé ou pas, ou des choses comme ça? Ouais, alors je vais distinguer 2 choses. Les sensations, pour moi, c'est plus durant la séance. Donc ça va être sentir que son muscle travaille, sentir qu'il gonfle, qu'il congestionne, donc qu'il y a un afflux sanguin. D'accord. Que ça brûle. Donc ça, ce sont des facteurs secondaires de la progression en musculation quand on est naturel. Concernant les courbatures, ça peut être un signe intéressant, mais encore une fois, les courbatures, c'est pas forcément signe non plus de progrès ou qu'on a bien travaillé, parce que les courbatures peuvent être localisées. On en parle également dans le livre, au niveau des insertions
tendineuse, et dans ce cas-là, ça veut dire qu'on a utilisé trop d'amplitude. Et dans ce cas-là, il faut se reporter, il faut faire son analyse morpho-anatomique pour comprendre pourquoi et ce qu'on doit faire pour justement éviter ça. Toutes les courbatures ne sont pas bonnes. Alors il y en a certaines qui sont bonnes, notamment celles qui sont situées au centre du muscle. Ouais. Mais on peut également là justement faire attention aux courbatures qu'on a comme signal pour mieux adapter son entraînement. Et ce qui va être intéressant si vous persévérez et que vous souhaitez vraiment progresser en musculation. Ça marche. Alors peut-être juste pour conclure, parce que finalement on n'en a pas trop parlé, si ce n'est au tout début du podcast, mais justement donc ce livre tu l'as coécrit avec Julien Vénesson, qui est déjà auteur de plusieurs ouvrages sur la nutrition, on va dire, autour de la pratique sportive et de la prise de muscle. Et du coup, est-ce que tu peux nous partager dans les grandes lignes les sujets ou les apports qu'il a fait lui au sein de cet ouvrage? Je suppose qu'il répète pas la même chose que ce qu'il avait déjà écrit dans ses précédents livres, quoi. Non. Ça va. Julien, à la base, lui, est plus axé sur la nutrition. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Julien, on se connaît depuis plus de 10 ans, donc avant Superphysique. Okay. Il était connu sur les forums et les anecdotes sous le pseudo de Gros Mythe. Donc le chien, tu sais, t'as dû connaître aussi. Donc c'était son avatar. Donc c'était Gros Mythe ou Perséphone, suivant les forums. Et donc en fait, on a rapidement sympathisé. Il avait écrit pas mal d'articles pour Superphysique. Et donc, comme tu l'as dit, il a écrit pas mal de livres sur l'alimentation, la nutrition. Donc notamment nutrition de la force, paléonutrition, gluten, comment le blé moderne nous intoxique. Il a écrit un livre sur la sclérose en plaques. Et donc quand on avait pas mal sympathisé, à un moment en fait on s'est lancé en podcast tous les deux. Pendant plus de 2 ans, on a animé 100 podcasts hebdomadaires. Donc tous les mercredis, ça sortait sur YouTube, où on répondait en fait aux questions des gens. Ça marche. On répondait aux questions des gens. Et moi, j'avais toujours dit que j'étais un peu contre le fait d'écrire un livre papier. J'avais dit à Julien, j'écris un livre papier quand j'aurais pratiquement fait le tour de la musculation pour vraiment rendre accessible, quand j'aurais vraiment tout codifié en fait, ce que je veux expliquer aux gens. Et l'année dernière, je crois que c'est l'année dernière, je suis un peu perdu dans les dates parce que le temps passe tellement vite que des fois je perds mes dates. Mais il me dit j'aimerais bien qu'on écrive un livre sur la muscu, etc. Et je dis écoute, moi j'ai écrit toute la méthode Superphysique, donc j'ai écrit 10 tomes en fait, et je compte de toute façon les proposer en version numérique et en formation vidéo. Et je lui dis si tu veux, on écrit le livre sur l'entraînement, mais on rend ça en fait accessible, et surtout on explique pourquoi ça fonctionne. Et donc l'apport de Julien, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au fil des années, lui est devenu journaliste scientifique. On va dire que c'est ce qu'il définit le mieux. C'est-à-dire que lui vraiment est passionné de nutrition, est passionné en fait du fonctionnement, de comment le corps fonctionne. Et donc en fait son apport a été vraiment de crédibiliser mes conseils en inspectant toute la littérature scientifique sur la croissance musculaire, sur les produits dopants, comment ça fonctionne, etc. Donc comme je disais, tu vois, il a trouvé toutes les études qui montraient que les produits dopants font pratiquement tout. Alors que tous ceux qui sont dopés nous disaient que non, ça fait pas tout, etc. La réalité, c'est que ça fait pratiquement tout. Pareil, tu vois, quand je disais faut faire des automassages à tel moment, des étirements à tel moment, lui il trouvait des études scientifiques qui justement explicitaient et qui corroboraient dans ce sens-là. Pareil sur l'entraînement, parce que pareil, tout à l'heure j'expliquais dans le podcast que la masse musculaire du pratiquant naturel était corrélée à son niveau de force en série moyenne. Donc ça, pareil, beaucoup de personnes nous expliquent que de spécialistes entre guillemets nous disent que pas du tout, on peut s'entraîner très léger, etc. Enfin bon, il y aurait beaucoup à dire, mais je vais pas m'étendre. Donc pareil, tu vois, montrer que dans la réalité, la science montre que c'est vraiment corrélé, etc. Donc en fait, Julien a complètement rempli son rôle de journaliste scientifique en montrant que les conseils qu'on a vraiment mis de manière condensée pour les rendre accessibles à tous, c'est-à-dire que si vous débutez la musculation ou vous êtes intermédiaire, ça fait quelques années que vous faites de la musculation, c'est vraiment un livre pour vous qui va vraiment vous apprendre comment progresser, comment construire votre programme personnalisé, etc. Il a permis de rendre tout ça beaucoup plus crédible aux yeux du grand public qui accorde beaucoup d'importance au fait que cela se justifie scientifiquement. Donc c'est vraiment ça son apport. Pour te dire, j'ai le livre sous les yeux, j'ai mon exemplaire. Je crois que les 2 premières parties sont essentiellement de Julien. Donc alors où est le sommaire? Attention. Je crois que le sommaire est à la fin en plus. Je sais plus où est le sommaire. Alors, est-ce qu'il y a un sommaire? Il y en a un, je l'ai vu sur Amazon. Voilà.
j'ai le sommaire. Mais voilà, les 2 premières parties sont de Julien, principalement, et les 3 autres sont de moi. Mais voilà, son apport, c'est qu'en fait, moi également, je suis aussi habitué, et j'ai toujours fait ça, c'est de faire des projets à 2. J'ai du mal à faire les choses, j'aime bien les faire à 2 en équipe, sur le travail d'équipe. Ma phrase, justement, tu vois, sur le club super physique, c'est de dire seul on va vite, ensemble on va plus loin. Et donc que ce soit pour super physique que j'ai fait avec mon associé Fabrice, que ce soit ma salle que j'ai fait en association avec Arnaud qui anime la formation super physique avec moi. En fait, tous mes projets ou presque toutes mes formations vidéo, pareil. Donc là je parlais de formation super physique, mes formations vidéo, pareil, elles sont faites avec soit Arnaud, soit David, un de mes anciens élèves. Je fais souvent les choses en fait à 2. Et donc là, c'est imposé naturellement. Surtout que Julien a l'habitude d'écrire des livres. Et moi, j'ai plus l'habitude, comme vous l'entendez, j'ai plus l'habitude de m'étaler, de beaucoup parler, d'écrire en fait comme ça me vient dans la tête. Ouais. Ce qui est mon style. Moi, j'aime bien tout ce qui est très naturel, encore une fois. Et Julien a permis véritablement de condenser, d'éclaircir les points, de les faciliter en quelque sorte pour que tout le monde puisse comprendre et que n'importe qui fait de la musculation puisse appliquer les conseils et progresser. Donc c'est vraiment, je pense, une association qui nous avait vraiment réussi en podcast. Et donc quand il y a eu l'idée du livre, on s'est vraiment pas posé de questions pour le faire ensemble. C'était encore une fois naturel. Ça marche. Bon, du coup, on arrive au terme de ce podcast. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on va si on veut te suivre et en savoir plus sur tes activités? Ouais, là, pareil, c'est compliqué. C'est comme la présentation, en fait. C'est toujours compliqué. Le plus simple, je pense, c'est de me suivre sur Instagram. Donc, c'est Rudy Koya SP. C'est le plus simple parce que je mets c'est au courant de mon actualité. J'évite de parler d'actualité qui servent à rien, mais c'est là où je vais parler de mes nouveaux podcasts ou des news concernant le club super physique, des news si je sors quelque chose, par exemple pour le livre. C'est vraiment Instagram où je mets le plus de trucs et à partir de là, vous trouverez de toute façon tout ce que je fais ailleurs, que ce soit sur rudykoya.com, sur superphysique.org, tous mes projets. Je vais pas m'étaler, mais voilà, le mieux c'est Instagram, c'est le plus simple. Ça marche. Mais bon, on fait comme ça. Merci beaucoup, Rudy. Merci Xavier de m'avoir accordé ton temps pour cette interview. C'était un plaisir et nous nous retrouvons donc bientôt pour un podcast sur le mien. Ensemble. Pas de souci. Ciao. Salut. Encore merci à Rudy pour sa disponibilité et pour ses réponses claires à l'ensemble de mes questions. Alors 2 choses avant que l'on se quitte. Le premier, c'est que vous pouvez accéder aux notes, au résumé ainsi qu'à la retranscription écrite complète de cette interview en allant sur le site extraform.fr/23, le chiffre 23. Et le deuxième point, c'est que si vous écoutez ce podcast au moment de sa publication, on est fin juillet, tout début août 2018. Et pour les semaines à venir, en fait, je vais m'accorder une petite pause estivale, histoire d'avoir un peu plus de temps et surtout de me dégager du temps pour accompagner les premières personnes qui ont décidé de suivre le programme Alimentation Idéale. Alors cependant, je ne suis pas totalement déconnecté et si vous voulez que l'on reste en contact, je vous invite à intégrer le groupe privé Forme Idéale sur Facebook. Vous pouvez nous rejoindre gratuitement et la communauté des idéalistes se fera un plaisir de vous accueillir dans un esprit d'entraide et de bienveillance. L'objectif est de vous aider à avancer et progresser sur vos challenges du moment, que ce soit autour du poids, de l'énergie, de l'activité physique et tout ce qui concerne le bien-être en général. Alors pour en savoir plus et accéder au groupe, montrez-moi simplement votre souhait d'y participer et répondez aux 3 questions posées. Vous pouvez imaginer ces questions comme la porte d'entrée du groupe. Prenez le temps de répondre aux questions car c'est important et d'ailleurs toute demande sans réponse ne sera pas validée. Pour nous rejoindre, passez simplement par le lien extraform.fr/groupe ou sinon cherchez Forme Idéale dans le moteur de recherche de Facebook. Je suis impatient de vous lire et dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!